Bonjour tout le monde, vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Euh, d'accord. Donc, c'est du travail plutôt théorique qu'on a fait en collaboration avec Raphaël Bailly pendant l'année dernière, qui vient d'être complété par quelques petites expériences. Et le sujet, c'est donc la possibilité ou non d'apprendre la syntaxe uniquement à partir de données provenant de corpus. Et si oui, comment on peut formuler une définition de la syntaxe qui permet de formuler aussi un objectif d'apprentissage, de transformer ça en objectif d'apprentissage. Donc, l'apprentissage de la syntaxe, c'est posé à la fois en termes d'investigation linguistique et dans un contexte d'apprentissage automatique. C'est à Noam Chomsky qu'on doit l'argument de la pauvreté du stimulus, qui dit que les enfants, comme on observe, arrivent à acquérir assez rapidement la grammaire de leur langue maternelle et ils acquièrent tous la même grammaire, alors que les données auxquelles ils sont exposés sont assez limitées, qui ne sont pas accès à des évidences négatives, qui ne sont pas accès à une instruction explicite. Et donc, en apparence, il y a une contradiction et pour résoudre cette contradiction, il faut postuler qu'il y a au moins une partie des connaissances grammaticales, notamment des connaissances syntaxiques, qui est innée, qui est spécifique aux humains, et seulement le reste qui est directement appris à partir du corpus. Donc, les questions que les linguistes se posent, c'est d'une part, quelle est la partie de la syntaxe qui est innée, et d'autre part, on peut se demander comment cet apprentissage se fait à partir du corpus. La même question se pose donc dans un contexte d'apprentissage automatique aussi. Il y a le théorème de Gold qui est connu, qui stipule que si on a l'objectif de décrire un langage L à partir d'un échantillon fini, PS, et sur un vocabulaire V, alors, est-ce que c'est un problème qui est tractable par apprentissage automatique, au moins en théorie? Donc, S, c'est-à-dire l'échantillon qu'on a, donne une borne inférieure parce qu'on apprend que les règles de la grammaire qu'on apprend soient compatibles avec ces données. Donc, l'échantillon qu'on a constitue un sous-ensemble de tous les langages qui à partir desquels on pourrait créer cet échantillon. Et le langage est un sous-ensemble de tous les langages qu'on pourrait créer en combinant les éléments du vocabulaire. Et donc, on a une borne inférieure, tout ce qui doit être compatible avec l'échantillon S, mais on n'a pas de borne supérieure. Donc, il y a une multitude de langages qu'on pourrait inférer à partir du même échantillon. Comment est-ce qu'on peut arriver à inférer le bon langage? Et donc, on peut envisager plusieurs méthodes pour restreindre l'espace des hypothèses et apprendre spécifiquement le langage qui a généré l'échantillon, soit par exemple considérer seulement le langage minimal ou mettre d'autres restrictions sur l'espace d'hypothèses, les langages possibles. On peut utiliser différentes méthodes de régulation lors de l'apprentissage, ou bien on peut sélectionner le langage qui maximise la vraisemblance de notre échantillon, de notre corpus. Mais alors, on se pose la question si on est en train de vraiment modéliser le langage L, bien seulement l'échantillon. Ces questions ont été beaucoup étudiées récemment dans un contexte où on observe qu'on obtient de très bons résultats avec des modèles de langue neuronaux. Donc, c'est devenu une méthode de base aujourd'hui d'entraîner un modèle neuronal sur un très gros corpus et puis réutiliser les représentations apprises par ce modèle. Et on a observé que ça améliore le résultat pour beaucoup de tâches de traitement automatique du langage. Et donc, la question se pose si la raison derrière cette observation, est-ce que c'est que ces modèles de langue sont actuellement en train d'apprendre, d'inférer implicitement la syntaxe telle qu'elle existe dans le cerveau humain. Et qu'il y a vraiment une multitude de travaux pendant ces dernières années, mais il n'y a pas de vrai consensus sur s'il existe une généralisation syntaxique dans ces modèles de langue ou non.
Donc actuellement, on utilise des tests comme des classifieurs diagnostiques qui prennent de l'information contenue dans une certaine couche de ces réseaux, puis voir comment on peut utiliser ces représentations sur des tâches spécifiquement linguistiques, où il y a encore d'autres méthodes de tester les connaissances linguistiques des réseaux neuronaux. Et comme je disais, il n'y a pas de consensus aujourd'hui, qu'il y a des papiers qui concluent plutôt qu'il n'y a pas de généralisation syntaxique dans ces modèles, et d'autres qui disent que si on peut repérer des représentations qui semblent encoder des connaissances grammaticales qui ressemblent à ce qui doit être dans le cerveau des humains. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut penser que la syntaxe n'est pas très accessible dans un corpus, qu'elle est noyée parmi une multitude d'informations. Donc, d'une part, on peut considérer que le corpus, même s'il est très, très grand, représente toujours la performance et non pas la compétence grammaticale. Donc, ce n'est pas un modèle de grammaticalité, mais toujours un modèle de ce qui est fréquent, de ce qui est probable qu'on peut en inférer. Et ça ne ressemble pas vraiment aux capacités linguistiques des humains, qui ont une capacité créative, justement, qui consiste à pouvoir générer et comprendre des phrases qui sont peu probables, qui n'ont jamais été dites avant. Il y a des observations aussi qui permettent de conclure qu'il n'y a pas de généralisation systématique parce que, comme pour n'importe quel apprentissage, les données de test doivent venir de la même distribution. Donc, dans certains papiers, ils trouvent plutôt la conclusion que si on prend des données de test qui ne viennent pas de la même distribution, pas du même corpus, les résultats chutent de manière assez drastique. Et après, il y a d'autres raisons plus inhérentes au langage, comme par exemple les interactions entre tout ce qui est syntaxe et sémantique. Donc, par exemple, un réseau neuronal va facilement retenir l'information que si on a vu le verbe barque, le mot dox, c'est un sujet plausible, mais c'est plutôt pour des raisons sémantiques que pour des raisons syntaxiques. N'empêche que c'est de l'information tellement transparente que le réseau va se concentrer plutôt sur ce type d'information plutôt que de chercher à dévoiler les dépendances syntaxiques parfois compliquées dans la phrase. Et parfois, on observe aussi que carrément, ces réseaux apprennent plutôt des heuristiques, des informations de surface qui caractérisent non pas le langage que le corpus est censé modéliser, mais plutôt juste le jeu de données en particulier. Donc, notre contribution par rapport à ce débat, ça concerne les questions 2, 3 et 4, c'est-à-dire comment l'apprentissage peut se faire à partir de corpus, quelle fonction, quel objectif d'apprentissage on peut préciser pour se concentrer sur la syntaxe, et qui peut servir d'évaluer aussi la capacité d'autres modèles de s'orienter vers des généralisations syntaxiques. Donc, pour ça, je vais commencer par donner une définition de ce qu'on considère comme information syntaxique. Donc, on va considérer ce mini-corpus de 4 phrases que vous voyez sur un écran. Et à partir de ces 4 phrases, donc l'objectif, c'est d'inférer un système de règles grammaticales qui sont capables de distinguer entre 2 types d'acceptabilité ou de grammaticalité et de dire si une phrase en question est en violation avec l'une ou l'autre type. Donc, il y a d'une part l'inacceptabilité syntaxique, la nature agrammaticale d'une phrase. Donc, par exemple, à partir de ce corpus, on aimerait avoir un modèle qui prédit correctement que la phrase « Cat's red sphere » est agrammaticale, donc en violation des règles syntaxiques. Et que, deuxièmement, il faut être capable de distinguer d'un autre type de violation qu'on trouve dans la phrase « Bound-it theorems », qui est donc plutôt une inacceptabilité sémantique ou
dû à un problème pragmatique. Donc, dans le deuxième cas, on dirait que c'est une phrase grammaticalement correcte, mais pour des raisons pragmatiques, elle est peu probable. Et donc, pour faire ça, on va se concentrer sur qualifier les règles qui génèrent la grammaire selon le type d'information qu'elle utilise. Et on va distinguer tout ce qui est information contextuelle. Donc, par contextuel, j'englobe tout ce qui est lié à la structure, à la grammaticalité. Donc, en gros, tout ce qui est information sur la probabilité pour deux mots d'apparaître ensemble, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la syntaxe. Donc, y compris l'information sur le topic, le sujet du document, l'information sémantique, l'information sur des collocations ou l'information sur la nature du corpus. Et de l'autre côté, on distingue l'information syntaxique, qui est l'information liée à la structure, et qui est donc complètement indépendant de tout le reste de l'information. Donc, on s'appuie sur le principe de l'autonomie de la syntaxe, qui dit que les règles de la syntaxe doivent être aveugles par rapport à toute cette information sémantique, lexicale, pragmatique, et s'appliquer de la même manière dans n'importe quel contexte sémantique. Donc, c'est la base linguistique de notre définition. Et pour mettre en place cet apprentissage, on va utiliser un proxy pour les expériences sur la langue anglaise, et on va dire que toute information qui ne concerne pas la structure égale information qui ne concerne pas l'ordre. Donc, on va dire que la structure de la phrase est encodée dans l'ordre des constituants. Et comment on va définir formellement cette information? Donc là, on va se concentrer sur la notion de partition. Donc, on va créer des partitions du vocabulaire. L'objectif étant donc de retrouver les partitions qui peuvent plus ou moins correspondre à ce qu'on pense des parties des discours, les catégories POS. Donc, des catégories syntaxiques. Et les règles, comme je disais, sont donc les séquences de... donc, les règles sont ce qui donne toutes les séquences acceptables par le langage, ce qu'on cherche. Et donc, nous avons une partition P qui donnera un mapping entre le vocabulaire et un ensemble de catégories. Et donc, on va définir des catégorisations syntaxiques et des catégorisations contextuelles. Et les règles, donc en termes de ces partitions, on va les noter P de L, et ce sont donc les séquences obtenues en remplaçant les mots par leur catégorie, donc les séquences qui font partie du langage. Donc, par exemple, pour notre mini-corpus de 4 phrases, on peut imaginer une première partition plutôt de nature sémantique, où on met ensemble tous les mots des 2 premières phrases, cats, rats, eat, fear, et puis les mots de la 3e phrase qu'on peut appeler science, donc ce sont des topics, des catégories sémantiques. 3e catégorie, head, donc tout ce qui concerne le sujet de médecine. Et cette partition va nous donner 3 règles qu'on peut écrire comme AAA, donc séquence de 3 éléments de la catégorie A, séquence de 3 éléments de catégorie S, et pareil pour H. Et on peut imaginer évidemment des partitions plus ou moins raffinées sur ce vocabulaire. Donc, comment on définit alors nos 2 partitions? Donc, on va procéder à définir d'abord tout ce qui est partition contextuelle, donc qui n'a rien à voir avec l'ordre et par conséquent rien à voir avec la structure. Pour ça, on va créer ce qu'on appelle L-bar, c'est-à-dire une langue qui a obtenu à partir de L, donc notre langue de départ, en mélangeant tous les composants dans les séquences. Donc, il vous reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. D'accord. Donc, sans considérer l'ordre.
Et donc, la définition d'une partition contextuelle, c'est une partition sur laquelle l'image de la langue, c'est-à-dire que j'obtiens en traduisant les mots vers les catégories, est pareil que l'image de la langue mélangée. Et on définit une partition syntaxique comme une partition qui est indépendante de toutes les partitions contextuelles sur le même vocabulaire. Et donc, la définition de cette indépendance, c'est que pour n'importe quelle séquence obtenue, donc avec la partition P et n'importe quelle séquence avec la partition P', donc mes deux partitions, ils sont indépendants si une partition ne donne jamais aucune information sur comment la langue est traduite vers l'autre partition. D'accord? Donc, ils ne partagent aucune information par rapport à cette langue. Et donc, très brièvement, je vais présenter les expériences qu'on a faites. Donc, comme gold standard, on a utilisé les catégories post, les parties de discours, et on a cherché à voir si, selon notre définition, en manipulant les partitions, c'est-à-dire en utilisant des partitions de post plus ou moins raffinées, donc en mélangeant, en séparant des catégories, est-ce que ça va dans le sens qu'on imaginait, c'est-à-dire vers l'indépendance maximale par rapport aux partitions contextuelles. Donc, dans le papier, c'est écrit comment on a dû relâcher un peu les critères parce que l'indépendance totale n'est pas satisfaite dans un vrai corpus, donc c'est un peu trop strict. Et on a utilisé donc, comme critère plutôt le contenu de l'information d'une langue par rapport à, le contenu d'information d'une partition par rapport à une langue comme en termes d'entropie. Et puis l'indépendance en termes d'information mutuelle. Et ce qu'on observe ici, c'est donc effectivement, en bleu, vous avez la ratio information mutuelle sur l'information totale contenue, ce qui montre que effectivement les partitions syntaxiques vont minimiser cette ratio. Voilà, donc j'ai plus de temps, donc pour tous les détails, il y a les papiers. Merci pour votre attention.